Des dizaines de jeunes s'en prennent aux partisans de l'UDPS dans la capitale congolaise Kinshasa. C'est au lendemain de l'annonce de la victoire à la présidentielle de Félix Tshisekedi. Recrudescence de violence en Centrafrique. Au moins 2 policiers ont été tués jeudi dans des affrontements à Bambari, dans le centre du pays. C'était au lendemain de la violence à Bangui qui ont fait 6 morts. Contre vents et marées, Nicolas Maduro a prêté serment jeudi pour un 2e mandat de 6 ans. L'opposition et une partie de la communauté internationale sont en courant. Ainsi se présente l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Recrudescence de violence en Centrafrique. Au moins 2 policiers ont été tués jeudi dans des affrontements à Bambari, dans le centre du pays. C'était au lendemain de violences à Bangui, la capitale, qui ont fait au moins 6 morts, selon le gouvernement centrafricain. Reportage. Alors que la presse locale faisait état jeudi d'une dizaine de morts, le porte-parole du gouvernement centrafricain a indiqué que 2 policiers ont été tués et un autre a été blessé à Bambari. L'ONG Médecins sans frontières dit avoir pris en charge 30 blessés par balle. Dans la matinée du jeudi 10 janvier, des éléments de l'Union pour la paix en Centrafrique et leurs alliés ont lancé diverses attaques dans la ville de Bambari. Mercredi, des casques bleus avaient déjà été visés par des tirs dans la ville. Bambari devait célébrer jeudi et vendredi la journée mondiale de l'alimentation en présence du président centrafricain. Un événement qui, originellement prévu le 16 octobre, avait déjà été reporté 2 fois à cause des violences. Le gouvernement a donc suspendu les festivités. Dans le reste du pays, la ville de Bakouma restait jeudi sous la coupe d'un autre groupe armé allié à l'UPC, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, qui s'en est emparé fin décembre. Il s'agit des 2 principaux groupes armés issus de l'ex-rébellion Séléka, qui avait renversé le régime de François Bozizé en 2013. Mercredi, Faustin Archange Touadéra a annoncé que des pourparlers entre les autorités et les groupes armés rebelles, attendus depuis plusieurs mois, prendront place le 24 janvier au Soudan, sous la coupole de l'Union africaine. En bref, et en image, une centaine de jeunes avec le drapeau du MLC Lamouka venus s'en prendre donc aux partisans de l'UDPS en train de célébrer la victoire de leur candidat. La scène s'est produite au siège de l'UDPS dans la capitale congolaise, Kinshasa, au lendemain de l'annonce de la victoire à la présidentielle de Félix Tshisekedi. Après un tir de gaz lacrymogène par la police venu aussitôt sur les lieux, les manifestants se sont retirés à mots voilés. Des partisans du moins de Martin Fayoulou ont mis en garde contre un échange de bons procédés. C'est une affaire d'État, a dit à l'AFP la porte-parole de la coalition Lamouka formée autour de Fayoulou, Eve Bazaïba, et puis restons toujours en RDC. Parlant de cette élection présidentielle, la conférence épiscopale, la SENCO, qui prend également hâte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, conteste tout de même le verdict qui donne Félix Tshisekedi vainqueur. La SENCO affirme avoir déployé 40 000 observateurs lors du scrutin du 30 décembre et n'a toutefois pas donné le nom du candidat qu'elle estime vainqueur de cette élection. Nous prenons acte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle qui, pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, ouvre la voie à l'alternance au sommet de l'État. Cependant, de l'analyse des éléments observés par cette mission, nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. Au Togo, après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre dernier par la Cour constitutionnelle, les nouveaux députés ont effectué mardi la rentrée parlementaire. Ces nouveaux représentants du peuple togolais ont été installés pour 5 années à venir. Ferdinand Gari, notre correspondant sur place, a assisté à la cérémonie. 90 sur 91 députés élus à l'issue des élections législatives du 20 décembre 2018
ont répondu présents à la rentrée parlementaire et à la session de droit mardi au Togo. Cette 6e législature de la 4e République doit travailler pour l'enracinement de la démocratie au Togo, selon le doyen d'âge qui préside cette session. Aujourd'hui, il me revient l'insigne honneur de prendre la parole à la tribune de notre auguste Assemblée en ma qualité de doyen d'âge à la faveur des dispositions légales en la matière. Je voudrais donc vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'Assemblée nationale à l'occasion des travaux de la première séance de la 6e législature de la 4e République. J'ai conscience que le chantier qui nous attend est énorme, que le monde entier nous observe et que nous devons poser des actes qui garantissent l'enracinement de notre démocratie. Les efforts de la communauté internationale, régionale et sous-régionale dans la résolution de la crise au Togo ont été salués par le doyen d'âge qui donne ici la priorité des travaux de cette 6e législature. Comme je l'ai dit tantôt, les défis qui nous attendent sont énormes pour faire avancer notre pays sur la voie du développement et de la construction de la destinée commune. Il s'agit d'aller rapidement aux réformes constitutionnelles et institutionnelles afin de consolider la paix dans notre pays. Et j'ai foi en notre capacité à transcender nos divergences pour faire évoluer le cadre institutionnel et politique qui demeure une profonde aspiration du peuple togolais. Une minute de silence a été observée en mémoire des députés de la 5e législature disparus. Avant de mettre fin à cette session de droit, une commission qui devra relire le règlement intérieur du Parlement a été mise sur pied. Les travaux reprennent le 14 janvier prochain. Au Niger, les agents des impôts ont observé 3 jours de débrayage. Ils s'insurgent contre la nomination des receveurs d'impôts par le ministre des Finances sans l'avis du directeur général des impôts qui doit, selon les tests, lui faire la proposition. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Le syndicat national des agents des impôts a appelé ses militants à observer une grève de 3 jours pour obtenir du ministre des Finances l'annulation de l'arrêté portant nomination des receveurs des impôts. Une nomination faite selon le syndicat en violation de la loi, car en lieu et place du directeur général des impôts, c'est celui du Trésor qui a proposé la liste des personnes nommées. C'est illégal, c'est illégitime, parce que tout simplement, ça ne respecte pas la loi. Et nous avons attiré l'attention de monsieur le ministre des Finances. Nous avons envoyé une correspondance en recours gracieux pour l'annulation de cet arrêté qui n'est pas conforme à la loi. Et on ne nous a pas écoutés. Avec tout son entourage qui le conseille de la mauvaise façon, et nous avons compris qu'on ne peut rien faire que d'aller en grève. Nous n'avions pas l'intention d'aller en grève parce qu'au-delà, il fallait rappeler que nous étions partis au Conseil d'État, où nous avons amené l'affaire devant le Conseil d'État et le Conseil d'État nous a donné raison. Les agents des impôts ne reconnaissent pas les personnes nommées, même si elles sont du corps, car les textes qui régissent les régies financières ont été violés. Aussi, le syndicat s'interroge sur l'autorité du directeur général des impôts sur les receveurs nommés. Eux, qui sont censés respecter la loi, la respectent dans son intégralité, ou la fassent respecter. S'ils ne veulent pas la respecter aujourd'hui, nul n'est au-dessus de la loi. Président de la République, sois-tu, tu dois te soumettre à la loi. Ce n'est pas à la loi de se soumettre à toi, mais c'est à toi de te soumettre à la loi. Donc le Code général des impôts, qui est notre outil principal, en tout cas de travail au niveau de la Direction générale des impôts, a donné toute la latitude, tout le pouvoir au directeur général des impôts de nommer sous sa coupe des receveurs des impôts. Il va proposer au ministre des Finances qui va signer l'arrêté, pas une autre administration. Le ministère des Finances n'a toujours pas réagi à la suite de cette grève qui fait perdre à l'État plusieurs milliards de francs CFA. Et aucune discussion n'a été engagée entre les deux parties pour trouver une solution. Le syndicat national des agents des impôts a pour sa part décidé de poursuivre le mouvement. Au Soudan, 3 nouveaux morts ont été enregistrés lors de manifestations antigouvernementales qui se sont déroulées mercredi, ce qui porte désormais à 22 le nombre de personnes officiellement tuées depuis le début de contestation le 19 décembre dernier. L'annonce a été faite ce jeudi par la police qui n'a pas précisé les causes des décès. Plus de précisions à travers ces images.
Mercredi, des centaines de manifestants ont scandé « Liberté, paix, justice » ou encore « La révolution est le choix du peuple » lors d'un nouveau rassemblement contre le régime du président Omar el-Béchir à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum, avant d'être dispersés par les forces anti-émeutes à l'aide de gaz lacrymogène. 3 personnes sont décédées à la suite de ces nouvelles manifestations antigouvernementales intervenues quelques heures après un rassemblement pro-régime. Selon un bilan officiel, ces nouvelles victimes portent à 22 le nombre de morts dans le cadre de mouvements de contestation qui secouent le Soudan depuis le 19 décembre dernier. Les autorités avaient jusqu'à présent confirmé 19 morts, dont 2 membres des services de sécurité, alors que l'ONG Human Rights Watch évoquait un bilan d'au moins 40 morts, dont des enfants, citant des sources médicales et des militants soudanais. Dans un communiqué conjoint, la Grande-Bretagne, la Norvège, les États-Unis et le Canada ont exhorté mardi le Soudan à enquêter sur la mort de protestataires se disant consternés par l'usage de balles réelles contre des manifestants. Dans une réplique mercredi, Khartoum, qui a jugé leurs préoccupations biaisées et éloignées de la réalité, a plutôt dit attacher du prix à la liberté d'expression et aux manifestations pacifiques. Je vous le disais en titre, contre vents et marées, Nicolas Maduro a prêté serment jeudi pour un 2e mandat de 6 ans. L'opposition et une partie de la communauté internationale sont en cours toutefois. Le président vénézuélien a entamé jeudi un 2e mandat de 6 années. Cette reprise de pouvoir est considérée comme illégitime par une partie de la communauté internationale. Le chef de l'État a prêté serment devant le tribunal suprême électoral et non devant le Parlement, seule institution aux mains de l'opposition. Pendant ce temps, le pays est rongé par une crise profonde et toujours plus isolé. Le Venezuela est au centre d'une guerre mondiale, de l'impérialisme nord-américain et de ses gouvernements satellites. Ils ont essayé de transformer une prise de possession formelle, protocolaire, légale, constitutionnelle et pacifique en une guerre mondiale contre notre pays. 2 heures plus tard, à Washington, l'Organisation des États américains a tenu une session extraordinaire sur la situation dans le pays sud-américain. L'Union européenne a dénoncé le nouveau mandat donné au président du Venezuela et a menacé de prendre des mesures appropriées en cas de nouvelles atteintes aux droits de l'homme et à l'état de droit. Difficile dénouement du processus conduisant au Brexit. Jeremy Corbyn, leader du Labour britannique, estime que des élections législatives anticipées sont la solution pour débloquer la situation. Les députés britanniques se prononceront mardi sur l'accord de divorce difficilement négocié par le gouvernement britannique avec l'Union européenne. Mais le rejet du texte, qui hérisse autant les Brexiteurs que les europhiles, semble quasi inévitable. Si l'échec du gouvernement à faire passer son texte se concrétise, il entend réclamer le vote d'une motion de censure. Le principal parti d'opposition au Royaume-Uni a donné de la voix. Le Labour propose d'organiser des élections législatives anticipées. La vérité, c'est que la véritable fracture dans ce pays n'est pas entre ceux qui ont voté pour rester dans l'UE ou ceux qui ont voté pour quitter l'UE. C'est entre ceux qui travaillent, qui créent la richesse et paient leurs impôts, et ceux qui fixent les règles, qui en récoltent les fruits et si souvent évitent les impôts. Si on ne peut pas obtenir une élection générale et que nous essayons de le faire, nous garderons toutes les options sur la table, y compris la possibilité de faire campagne pour un vote public. Mais une élection doit être et reste la priorité. C'est non seulement l'option la plus pratique, mais aussi la plus démocratique. Des musiciens ont joué l'Ode à la joie, hymne de l'Union européenne, devant le Parlement britannique, alors que les députés débattaient sur l'accord proposé par la première ministre Theresa May avant le vote mardi. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.